Donc, bienvenue à notre dernière période magistrale d'INF 135. On va regarder aujourd'hui le principe de méthode dans la programmation orientée objet. Donc, le principe de méthode, c'était la deuxième partie fondamentale de la programmation orientée objet. Donc, on avait vu la semaine passée que la programmation orientée objet, c'est un nouveau paradigme de programmation qui est capable de représenter des éléments d'un problème sous la forme d'objets. Donc, les objets, c'est quoi? C'est un mélange des données, un mélange des informations, un mélange des variables, un mélange des propriétés. Hein, tout ça, c'est synonyme ensemble. Et c'est ça qu'on avait vu la semaine passée. Puis, on va mélanger ça aussi au comportement, aux actions, aux fonctions, aux méthodes que cet objet-là, que cet élément-là peut prendre dans mon programme. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur la création de méthodes. Donc, des méthodes, c'est des fonctions qui sont rattachées à un objet. Donc, qui peuvent seulement être invoquées à partir d'un objet et de ses caractéristiques qui s'y rattachent. Donc, on va regarder ça, comment est-ce qu'on ajoute ça dans nos classes. Hein? Donc, on avait vu aussi que la programmation orientée objet, ça marchait avec le principe de classe. Donc, les objets ne peuvent pas exister tout seuls. Il faut, dans c'est pas tous les langages de programmation, là, c'est MATLAB et la majorité des langages de programmation orientée objet qui fonctionnent comme ça. On est obligé d'utiliser une classe qui est un descripteur de qu'est-ce qu'on veut avoir. Donc, la classe elle-même, c'est un fichier là, qui va être une description de qu'est-ce qu'un objet peut être. Puis, à partir de là, on peut créer des instances de l'objet avec ce qu'on appelle le constructeur. Puis, ces instances-là vont être capables d'interagir dans nos programmes, dans nos scripts, comme on faisait auparavant. Donc, la semaine passée, on avait vu le principe de classe qui me permettait de créer un nouveau fichier qui était de type classe. Mettons qu'on reprend notre ami l'étudiant. Puis, à l'intérieur de cette classe-là, on avait vu le principe de bloc d'information. Encore une fois, les classes, c'est important de comprendre que c'est des fichiers descriptifs. L'ordre dans lequel je mets les choses n'est pas très important. Puis, on a vu qu'on avait des blocs de propriétés, on pouvait énumérer les propriétés. Puis, à partir de là, quand je créais un objet, donc une variable de ce type-là, en utilisant le constructeur de la classe, qui est en fait le nom de la classe utilisé comme étant une fonction qui retourne quelque chose. Ici, blablabla, blablabla. OK, il y a déjà le constructeur qui est déjà là. Ah ben, on va l'effacer pour l'instant, puis on va retravailler ça, puisqu'on va revenir voir ça tantôt. Hop. On peut voir qu'on a un objet du type de la classe qu'on a créée, puis à l'intérieur, on a les propriétés qui étaient définies dans le bloc de propriétés. Donc, on peut voir ici un deuxième bloc, qui est un bloc de méthode. Puis, si on regarde rapidement qu'est-ce qui se passe dans ce bloc-là, on peut voir qu'on a dans le bloc des méthodes des descriptions de fonctions. Okay? Puis si je fais un CTRL-Z, là, je peux voir il y a des descriptions de plusieurs fonctions. Okay? Donc, quand on travaille des classes, on va pouvoir y rattacher des fonctions. Puis ces fonctions-là deviennent ce qu'on appelle des méthodes. Okay? De la même manière qu'ici, on avait comme des variables qui étaient rattachées aux différents objets de notre classe. On appelle ça des propriétés. Ben, les fonctions qui sont rattachées à notre classe, à nos objets, on va appeler ça des méthodes. Donc, on va aller voir comment rajouter ces méthodes-là, qu'est-ce qu'il y a de différent, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. La première chose qu'on va parler, c'est, comme je vous avais mentionné la semaine passée, le principe de la programmation orientée objet, c'est quand même un principe qui est beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'on va voir dans nos 6 heures de cours. Là. Okay? Habituellement, c'est comme 90 heures de cours, comprendre toutes les possibilités, toutes les fonctionnalités, toute la diversité de la programmation orientée objet. Nous autres, avec notre petit 6 heures, on fait juste scratcher la surface. Fait que dans cette partie-là de scratcher la surface, il va falloir rajouter quelque chose
dans toutes nos classes, en fait, à chaque fois qu'on a une classe qui va utiliser des méthodes, qui va nous donner une espèce de sous-ensemble, okay, de fonctionnalités que nous, on désire, okay, puis que nous, on va toujours utiliser. On ne verra pas les alternatives, on n'a pas le temps. Donc, le principe ici, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle les références à l'objet. Okay, puis dans MATLAB, on appelle ça le handle. Fait que pour être capable de rajouter cette fonctionnalité-là, ce n'est pas une fonctionnalité qui vient par défaut. Il va falloir rajouter un élément à notre classe. Donc, à chaque fois, maintenant, vous devriez prendre l'habitude, là, à chaque fois que vous allez créer une définition de classe, un class def, là, une nouvelle classe, vous écrivez votre class def, vous avez le nom de votre classe qui est une lettre majuscule par convention, comme ça on sait que c'est des classes. Et on va rajouter le plus petit que espace handle. Donc, le plus petit que, okay, c'est une fonctionnalité des classes qui s'appelle l'héritage. On n'ira pas dans les détails de tout ça. Puis ici, on hérite okay, de ça ici qui est quelque chose qui est fourni par MATLAB, okay, qui est une classe plus générique. Il y a plein de choses qui se passent derrière. Nous autres, on ne va pas voir dans les détails. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une classe maintenant, on doit rajouter le plus petit que handle. Une fois que ça c'est rajouté, si tu as des propriétés, tu peux le rajouter quand même, ok, ça casse rien. Fait que moi je vous conseille qu'à chaque fois que vous écrivez ou que vous voyez le mot class def, mettez-vous une note mentale de voir si le plus petit que handle est là. S'il n'est pas là, rajoutez-le. Ok, ça va juste causer des problèmes s'il n'est pas là à certains moments. Donc le principe, ok, c'est on met cette option-là parce que c'est la version que nous on va regarder. Il existe d'autres versions. On n'a pas le temps de les voir. On passe donc à autre chose. Donc, à partir de là, on peut commencer à regarder le principe de méthode. Donc, dans les méthodes, on va voir ici qu'on a deux méthodes différentes. La première, c'est une méthode spéciale, okay, qui est la première qu'on va regarder ensemble, qui est le constructeur. Donc, on avait dit, hein, le constructeur, c'est un mot qu'on a déjà utilisé. On disait que quand on voulait créer un objet de notre classe, on allait utiliser ce qu'on appelle le constructeur, qui est une fonction qui a le même nom que le nom de la classe. Ben, c'est ça ce qu'on fait ici. Donc, le principe, c'est on a le égal, ben, le étudiant ici, qui est une méthode. Il y en a une qui est générée par défaut. Okay, ça veut dire que quand on n'avait pas notre bloc de méthode, ça marchait. Hein? Ça veut dire qu'il y en existe une par défaut qui fait juste créer l'objet puis que les propriétés vont juste être vides. Mais si je veux avoir plus de granularité, si je veux avoir plus de configuration possible, ce que je peux faire, c'est avoir ma propre méthode constructeur. Donc, pour avoir une méthode constructeur, il faut, dans un bloc de méthode de ma classe, avoir une fonction qui va avoir deux caractéristiques importantes. La première, ça va être le nom de cette fonction-là, le nom de cette méthode-là. Hein? Fonction ici et méthode deviennent synonymes là, quand on travaille dans les classes et les objets. Donc, le nom de la méthode, ça va être le nom du constructeur, hein? Donc le nom de la classe, obligatoirement. Si on veut que ce soit un constructeur, c'est comme ça qu'on dit à MATLAB, voici mon constructeur, ça va être celui-là qui est le nom de la classe. Deuxième élément important quand on a le constructeur, donc le constructeur c'est une méthode spéciale, on va voir qu'elle a des petites règles qui sont différentes des autres. Donc la deuxième chose qui arrive avec le constructeur, c'est qu'on est obligé d'avoir un retour, puis ce retour-là va être ce qu'on appelle la référence à l'objet. Okay, ce qu'on disait qui était le handle, puis c'est ça qui fait que le handle, ça rajoute des fonctionnalités avec ça. Là. Donc, le principe, c'est que on peut avoir donc une fonction qui peut avoir des paramètres d'entrée, autant de paramètres d'entrée qu'on en a besoin. Okay, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut faire avec notre classe. Mais le principe, c'est que si je veux aller, mettons, changer les différentes propriétés hein, que j'ai besoin dans mes différents objets, habituellement, comment je fais pour aller changer mes propriétés? Ben, je crée, ok, la classe. Là, ici, il va y avoir le petit. Attends, on va la refaire. 100. Juste pour se rappeler, hein, c'est quand j'avais mon élément ici, ok, c'est un étudiant. Comment je faisais pour aller modifier ces éléments?
ben, j'allais chercher le nom de l'objet, hein, le nom de l'instance, le nom de l'élément spécifique. Puis à partir de là, je pouvais aller changer sa valeur avec un point suivi du nom de la propriété. Hein, donc ça, c'est ce qu'on a vu avec les propriétés la semaine passée. On a maintenant un etu1 qui a une property 1 à 342. Là, la problématique, c'est que quand je suis à l'intérieur de ma définition de classe, je ne peux pas savoir d'avance ou je ne peux pas savoir ça va être quoi tous les noms de toutes les versions des objets possibles. Hein? Fait que quand je suis en train de décrire ce que la classe est capable de faire, je ne suis pas capable de dire ça va être etu1 point quelque chose. Parce que etu1, il n'existe pas encore. Ça se peut après qu'il y ait etu2, là, puis je veux que ça soit une version générique, okay, de l'accès à la propriété. Donc, comment est-ce que je vais faire pour faire en sorte d'avoir un accès à ma propriété capable de marquer .property 1, mais faire à semblant que je ne sais pas encore c'est quoi le nom de cette affaire-là? On va utiliser ce qu'on appelle une référence à l'objet. Donc, ça réfère à l'objet futur qui va avoir un nom que je ne sais pas encore c'est quoi. Donc, quand on parle d'une référence à un objet, ça va être en fait la variable, ou en tout cas le nom de la chose qui me permet d'accéder aux propriétés, okay, d'utiliser le point avec des propriétés ou même plus tard des méthodes possibles de cet objet-là. Donc, le concept de référence me permet de dire voici le nom de quelque chose qui va me permettre d'accéder aux propriétés. Voici le nom de l'objet qui va me permettre d'accéder aux propriétés. Je peux lui donner le nom que je veux. Quand on travaille avec le constructeur, la référence, ça va être le retour, hein, que tantôt j'avais parlé qui était obligatoire quand on travaille avec le constructeur. Donc, le constructeur, deux requis. Le premier, c'est que le nom de la méthode a le même nom que le nom de la classe. Le deuxième, c'est qu'on ait un retour. Puis ce retour-là, ça va être la référence à l'objet. Fait que si j'ai besoin de modifier des propriétés, ben, je peux voir ici, puis je le vois ici dans l'exemple par défaut, je peux utiliser ce nom de cette variable-là, le nom de ce retour-là, pour être capable de dire, ben gars, je peux accéder aux propriétés que j'ai établies dans mon programme. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a un constructeur qui va recevoir deux paramètres d'entrée, okay, deux valeurs quelconques, qui va les additionner ensemble pour assigner la propriété 1 de mon objet. Fait que si on essaye de l'utiliser correctement, mais puis ici, hein, je peux avoir n'importe quel nom de variable. Hein, je peux même reprendre mon etu1 de tantôt. Fait que le principe, c'est que lui s'attend à avoir deux paramètres d'entrée. Fait que, mettons, je peux mettre 5 et 7. Et je peux voir qu'est-ce qu'il a fait. Ben, il a fait qu'est-ce qu'on s'attendait par rapport à ce qui est écrit dans le code. Il a pris les deux paramètres d'entrée, il les a additionnés ensemble, puis avec ça, il a assigné le résultat de la première propriété. Donc ça me permet de avoir une version, okay, qui est plus facile à initialiser les valeurs quand je travaille avec mes objets. Donc le constructeur va être pour créer une nouvelle instance, puis il est capable d'assigner les valeurs initiales de mon objet. Ensuite, on a les autres méthodes plus standards. Donc, les autres méthodes, donc ceux qui n'ont pas nécessairement, ceux qui n'ont pas le nom de la classe, ça va être des méthodes. Okay? Donc, le constructeur, c'est quelque chose de spécial. Ça a le nom de la classe, la référence, c'est le retour. Toutes les autres méthodes, eux, vont être des fonctions plus versatiles, là, qui peuvent faire pas mal n'importe quoi. Okay? Donc, ils peuvent avoir des retours, ils peuvent pas avoir de retours, ils peuvent avoir des paramètres d'entrée, et ainsi de suite. Mais les méthodes normales, donc les méthodes qui ne sont pas le constructeur, doivent tous, sont obligés d'avoir au moins un paramètre d'entrée. Puis ce paramètre d'entrée-là va être la référence à l'objet. Donc, quand on travaille avec les méthodes,
normales, qui ne sont pas le constructeur. On peut avoir autant de paramètres d'entrée qu'on veut, mais il faut minimalement qu'il y en ait un, et le premier va toujours être la référence à l'objet. Il peut avoir des retours comme d'habitude, puis après ça, à l'intérieur, tu mets le code que tu veux. Mais à partir de là, quand je travaille, j'ai ici mon étu, puis là ici, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est quand je vais vouloir utiliser cette méthode-là. Donc pour utiliser la méthode, je vais pouvoir l'invoquer à partir de l'objet. Comme j'ai pu le faire avec les propriétés. Fait qu'à partir de l'objet, je vais faire un point. Puis quand je fais le point, je peux voir, c'est là que j'ai payé sur table pour avoir la complétion automatique. Je peux voir que je peux soit aller chercher propriété 1, qui va aller me chercher la valeur de la propriété 1. Mais je peux aussi aller chercher la méthode 1. Puis là ici, bon, ça va me dire que j'ai passé de paramètres d'entrée, parce que c'est une méthode. Donc c'est une fonction, j'ai besoin de mettre des informations. Mais là ici, il y a la deuxième chose importante à savoir quand on utilise des méthodes normales. Le premier paramètre, qui est la référence, ce paramètre-là qui est obligatoire, en fait, il est automatiquement mis avec le fait que je l'ai écrit en avant ici. Donc le etu1, ça va être ma référence à mon objet. Fait que moi ici, dans mes parenthèses, j'ai juste besoin de mettre tous les autres paramètres, sauf le premier, qui est obligatoire. Le premier, il est automatiquement mis avec le fait que je l'ai écrit dans l'appel de ma méthode, quand j'invoque ma méthode, quand j'utilise ma méthode, avec le nom de l'objet. Quand je fais le nom de l'objet, point, ça désigne qu'est-ce que j'ai besoin de faire. C'est quoi la référence à l'objet. Fait que là, après ça, j'ai besoin de juste mettre, en fait, le paramètre subséquent. Dans ce cas-ci, il y en a juste un. Puis c'est ce paramètre-là qui va être utilisé comme deuxième paramètre. Fait qu'ici, il y a un décalage de paramètres. Fait que là, je peux voir que ça l'a pris à l'intérieur de ma propriété 1, j'avais 12. Là, j'ai envoyé 10. Fait que ça a pris le contenu de ma propriété 1. Ça l'a additionné 12. Pardon, ça avait 12 additionné 10, le 10 que j'ai rentré en paramètre d'entrée. Puis ça m'a retourné le 22. J'ai une question de M. Percy. Tu ne peux pas. Donc, le principe des méthodes, c'est que c'est des fonctions qui sont rattachées à des objets. Donc, si tu n'as pas d'objet de la classe, tu ne peux pas utiliser la méthode. C'est ça un peu le principe. Le principe de la programmation orientée objet, c'est de regrouper comme mes éléments fondamentaux ensemble. Si j'ai pas d'étudiant, ben, je peux pas trouver c'est quoi sa moyenne, ça fait pas de sens. Donc, les méthodes vont habituellement toujours travailler avec les propriétés quelque part dans son programme. Là, okay? Sinon, ça aurait pu être une fonction tout seul qu'on aurait pu mettre à côté. Deuxième chose extrêmement importante quand on travaille avec les méthodes. Fait que ici, on va se faire... Donc, je m'écris ici une fonction, je l'ai appelée méthode 2. En ce moment, il y a un seul paramètre, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. Avec ça. Point virgule. Donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la méthode modifie la propriété 1 et la méthode n'a pas de retour. OK? Donc, on avait vu ici un principe qui était l'encapsulation, le passage par valeur, la durée de vie des variables.
Hein, on s'était dit qu'est-ce qui se passe dans une fonction reste dans une fonction. La seule manière d'envoyer des informations, c'est les paramètres d'entrée. La seule manière de sortir des informations, c'est le retour. Ben, on va voir que la programmation orientée objet brise cette règle-là. Donc ici, faire attention, hein, je viens de modifier une classe. Quand on modifie une classe, il faut toujours repartir à 0. Donc il faut faire un clear, il faut faire OK, pour être certain de ne pas avoir des anciennes versions des objets. Donc on va se repartir avec un nouvel objet. Donc j'ai mon étu 1. OK. Hein, je peux aller changer sa propriété directement. Mettons, je dis que c'est égal à 20. Puis à partir de là, je peux appeler une méthode. Fait ici, le principe, c'est si j'appelle la méthode 2, le premier paramètre est automatiquement donné avec le nom que j'avais mis avant. J'ai pas besoin de l'écrire ici. Fait ici, il n'y a pas d'autres paramètres. Fait que je peux juste invoquer la méthode directement avec des parenthèses vides, ou en fait même, je peux même omettre les parenthèses, ça va faire la même chose. On voit ici que j'ai exécuté. On a mes doubles plus grands que qui indiquent que j'ai mon invite de commande. Hein, ce qui est normal, je n'ai pas de retour. Mais là, qu'est-ce qui arrive si je regarde le contenu de mon étu 1? Je vais pouvoir voir que la propriété 1, elle a doublé. Hein, donc, j'ai assigné un changement. Pardon, je répète, je recommence ça. J'ai assigné à mon objet une modification de sa propriété. Puis cette modification-là, OK, a une portée globale. Ce que ça veut dire, ça, c'est que même si la fonction se termine, même si la méthode se termine, cette modification-là, elle persiste. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec les objets? C'est que les méthodes peuvent modifier les propriétés. Et à partir de ça, on va être capable de regarder puis de garder ces modifications-là à travers plusieurs étapes. Fait que on est en train de décrire un paquet de différentes méthodes. Ces retours, on a la méthode qui est le constructeur. Hein, le constructeur qui me permet d'aller construire, okay, de faire une nouvelle instance de ma classe, hein, un nouvel objet de ma classe. Cette fonction-là doit avoir le nom de la classe et doit avoir comme retour la référence à l'objet, la référence qui va être utilisée pour avoir accès aux différentes propriétés. Ensuite, j'ai des méthodes, hein, qui sont n'importe quelle autre méthode. Le constructeur, c'est une méthode spéciale. On a toutes les autres méthodes qui doivent avoir le nom, hein, un nom quelconque, et au moins un premier paramètre qui va être la référence à l'objet. La référence, c'est quoi? C'est l'élément qui me permet d'accéder aux propriétés ou aux méthodes. Donc ici, hein, j'ai le même principe, c'est obligatoire, mais je n'ai pas besoin d'avoir de retour, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres paramètres. Autre élément important quand je travaille avec la programmation orientée objet et les références, c'est que si je modifie le contenu, okay, d'un objet, donc si j'utilise la référence et que je modifie la propriété, cette propriété-là va rester modifiée même après l'appel de la fonction. Alright, on va revenir sur ce qu'on avait vu la semaine passée, sur l'accès aux propriétés. Ici, donc, l'utilisation de méthode, c'est tout ce qu'on a vu. Parfait, le constructeur, excellent. Moi, je vais aller travailler avec les attributs des propriétés. Donc, on avait vu qu'on peut rajouter à nos propriétés OK. Tu mets quelque chose de bizarre. C'est-tu juste en minuscule? C'est en minuscule. Hop là. Et voilà.
Donc, tu peux rajouter ce qu'on appelle des attributs au bloc de propriété, qui va faire en sorte que quand je vais utiliser cette... je viens de changer ma classe, je fais un clear. Donc, quand je vais utiliser le constructeur, ça va me dire il n'y a pas de propriété. Mais si on regarde, mettons que j'utilise ma première méthode hein, qui me retourne quelque chose. Je peux voir que ça fonctionne quand même. Donc, le principe ici, c'est quand on dit que c'est privé, hein, quand l'accès est privé, qu'est-ce que ça l'implique? C'est que l'accès n'est pas accessible quand je suis à l'extérieur de ma classe. Okay? C'est privé à ma classe. Mais à l'intérieur de la classe, j'ai le droit d'accéder avec les références aux différentes propriétés sans problème. Mais de l'extérieur, okay? Fait que soit de mon command window, soit de d'autres scripts ou fonctions, je n'aurai pas accès à ces propriétés-là. Fait que là, ça va nous permettre aussi de voir c'est quoi la différence entre Access Private, Set Access et Get Access Private. Fait que Access Private, en fait, c'est comme ça bloque tout, OK? La lecture et l'écriture. Mettons que je change juste ça à Set Access Private. Je viens de changer la classe, je fais un clear. Fait que je peux voir ici, OK? Là, j'ai mis que le Set Access, donc le set, hein, c'est de setter quelque chose, de mettre quelque chose à jour, de modifier quelque chose. Donc, l'écriture à la propriété va être privée, va être barrée, va être restreinte, mais la lecture, hein, de donner l'information va être possible. Fait que je suis capable d'aller chercher l'information, mais si j'essaye de la modifier, ça va me dire que je n'ai pas le droit. Donc, je suis capable de voir le contenu, mais je ne suis pas capable de le lire. OK? Donc, habituellement, si c'est des informations qui sont invariantes une fois la construction de l'objet, ça peut être des choses qui peuvent être juste en set access private. T'sais, mettons que tu as un numéro d'identification, tu ne devrais pas être capable de le modifier toi-même. T'sais. L'inverse, le get access. Oups. Ouais, Python. Donc, à ce point-là, je suis plus capable d'aller modifier le contenu. Pardon, je suis plus capable d'aller voir le contenu. Fait que si j'essaie d'aller voir le contenu, en fait, c'est normal que ça me le dise. Je l'écrive à la main. Ça me dit, il n'y a pas de propriété publique 1, mais si j'essaie de la modifier, ça fonctionne. Okay? Donc, derrière, hein, si j'essaie d'utiliser ma première méthode là, qui fait juste prendre ma propriété 1, rajouter un élément, juste pour voir que ça a bien fonctionné. Je peux voir que je l'ai bien modifié à 34 parce que la méthode qui fait juste ajouter 1 puis qui donne le résultat, ça donne bien 35. Donc, j'ai réussi à modifier ma propriété, mais je ne suis pas capable d'aller regarder son contenu. Donc, dépendamment de c'est quoi la problématique que tu es en train de travailler, ça va être important de regarder c'est quoi les bons exemples. Okay? Puis habituellement, on va te le dire. Là, okay? Cette propriété-là est... Si on dit qu'elle est juste privée, okay, c'est juste access private. Si on te dit qu'elle est en lecture seule, ça veut dire que c'est le set access qui est private. Hein? C'est celui-là qui est privé, donc la lecture est seulement possible. Puis avec le get access private, ça fait en sorte que la modification seulement est possible. Le principe ici, c'est que quand on est en train de travailler avec des objets, souvent, on va présenter des informations qui sont importantes, mais qui n'ont pas besoin ou qui ne devraient pas, d'un point de vue de sécurité, être modifiées. Comme admettons, quand on pense, l'exemple le plus typique, c'est un compte de banque. Donc, quand j'ai un compte de banque, j'ai mon nom, j'ai mon numéro, puis j'ai mon solde, hein, le nombre d'argent, la quantité d'argent que j'ai dans mon compte. C'est une information que je veux avoir accès en tout temps. Hein? Ce n'est pas une très bonne banque si je ne peux pas voir mon solde. Mais, quand je m'en vais sur mon site bancaire, je n'ai pas un accès direct
à cette propriété-là. Je ne peux pas la modifier directement. Hein? Ça serait un petit peu trop facile. Moi, j'aimerais ça une banque qui me donnerait un accès complet à mon solde. Ça simplifierait ma vie. Mais ce n'est pas le cas. Hein? Le principe, c'est qu'on va transférer de l'information à travers les différentes méthodes. Donc, les méthodes vont me permettre de dire, ben, je veux transférer un montant d'un compte à un autre. Lui, il va s'assurer que j'ai les fonds des deux bords. Il va faire la transaction. Puis, tu sais, tout va bien se passer de ce côté-là. Donc, on a ce principe-là qui travaille avec ça. Donc, on a différentes propriétés possibles. Propriété dépendante. OK. Fait que ici, on a la possibilité d'avoir des propriétés qui vont être calculées quand je vais en avoir besoin. Fait qu'admettons ici, tu as, un cercle. Hein? Puis le cercle va avoir un rayon. Hein? Puis il va avoir un air. Ben, le principe, c'est que l'air est dérivé du rayon. Fait que j'ai juste besoin d'avoir une propriété normale qui est le rayon. Puis après ça, je vais pouvoir avoir des propriétés qu'on dit calculées ou dans MATLAB, on appelle ça des propriétés dépendantes qui vont pouvoir être dire, ben, à chaque fois que je change quelque chose, ça va être comme ça que je vais aller chercher. Fait que quand j'ai des propriétés dépendantes, il va falloir que je dise comment est-ce que je fais pour le calculer. Donc ici, il va avoir, ici il manque un petit égal, là, mais des fonctions spéciales. Okay? Des get et des set. Hein? Donc le principe de get et de set, c'est quelque chose qui revient souvent pour aller chercher l'information, pour aller modifier l'information. Fait que si je vais aller chercher cette propriété dépendante-là, je vais pouvoir, admettons, calculer que c'est x plus y dans ce cas-ci. Là, admettons que c'est le rayon, ben, ça serait le 2 pi fois le rayon. Là. Donc, ce principe-là de propriété dépendante me permet d'avoir des propriétés qui vont être calculées. Okay? Qui vont être donc dépendantes de d'autres informations. Ça, c'est bon. Les énumérations, nous autres, on ne l'utilisera pas cette fois-ci. OK. Donc, on a ici quelques informations quand on veut faire des tests ou des validations. Donc, on a le is equal hein, qui va marcher sur les objets comme ça marchait sur les tableaux. Ici, encore une fois, comme les tableaux, là, on ne pourra pas travailler avec le double égal pour faire une comparaison. Parce que ça va comparer seulement est-ce que c'est exactement le même objet, ça ne va pas comparer est-ce que c'est les mêmes propriétés derrière. Donc, si on veut le comparer, on va utiliser le is equal. Autre élément spécial qui vient avec les classes, ça va être des fois, on a besoin d'une fonction okay, qui pourrait être une fonction tout seul, okay? Donc qui n'a pas besoin d'avoir des informations de la classe, mais que d'un point de vue de gestion de code, qui est d'un point de vue organisationnel, ça serait intéressant que ça soit juste dans le même fichier que la classe. Donc dans ce cas-là, on peut avoir un bloc de méthode qui a une propriété spéciale qui s'appelle statique. Donc ces méthodes-là statiques vont être capables d'être utilisées sans aucune règle habituelle. Okay? Ça veut dire que le premier paramètre, c'est pas la référence, c'est juste des fonctions normales qu'il y a là-dedans. Fait que tu vas pouvoir directement faire le A, virgule, le B, qui va être égal au C, qui va être un retour bien normal. Puis à partir de là, tu vas pouvoir l'invoquer de n'importe quelle instance de la méthode derrière. Ça, c'est bon. Il y avait quelque chose, je pense que j'avais passé ici. Ouais. Prochain élément, c'est qu'il y a certaines méthodes qui ont des noms spéciaux qui vont nous permettre de refaire des fonctionnalités par défaut de MATLAB. Donc, ceux qu'on va regarder, ça va être les fonctions surtout d'affichage. Hein? Donc, en ce moment, quand je crée mon élément, mettons, je fais un petit clear ici.
Donc, je crée mon objet. Puis là, on a cet affichage-là qui apparaît. Donc, cet affichage-là, c'est l'affichage par défaut des objets. Mais si j'aime pas la manière que c'est écrit cette affaire-là, je peux moi-même créer une nouvelle version qui va être plus à qu'est-ce que moi je m'attends. Donc, pour être capable de faire ça, il va falloir que je redéfinisse une fonction. Et pour avoir une redéfinition de fonction, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mon bloc des méthodes avec la même signature que qu'est-ce qu'on est supposé avoir. Fait que mettons que je veux changer l'affichage, c'est la fonction disp. Puis si je regarde comment disp fonctionne, ben disp, il y a un paramètre, ok, qui est juste qu'est-ce que je veux afficher. Donc dans ce cas-ci, l'appel ici, ça c'est ouais. Tout ça c'est ce que je veux. Fait que c'est juste qu'est-ce que je recherche, il n'y a pas de retour. Fait que je peux ici faire. Encore une fois, c'est quand même une méthode comme un autre, donc on est obligé d'avoir le premier paramètre comme étant la référence. Puis à partir de là, ben moi je peux faire des fprintf comme que je veux. Fait que je peux dire un étudiant avec, puis là mettons je pourrais mettre un pourcentage %s, \n. Et là je pourrais dire, va chercher la propriété 1 de cet objet-là. Fait qu'ici, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de changer quand je demande à MATLAB, hey, affiche-moi les informations de cet étudiant-là. À la place d'utiliser la version de base qui existe déjà, moi, je vais venir remplacer cette version-là avec ma propre version à moi. Fait que ici, ce qu'on peut faire, on fait un clear, on vient de changer la méthode, on vient de changer la classe. Ici, c'est pas pourcentage A, ce que je veux, c'est pourcentage G. Pour le contenu. Play. Clear, c'est... Et voilà. Fait qu'on peut voir ici que on a le résultat de qu'est-ce qu'on veut afficher. Puis si je fais un appel à disp habituellement, ben ça va utiliser qu'est-ce que moi j'ai fait pour être capable d'afficher le contenu de ça. Donc il existe des fonctions d'affichage. Si on veut juste faire de l'affichage quand je l'affiche, c'est disp. Si je veux commencer à l'utiliser, mettons, avec des pourcentages S et ainsi de suite, je peux avoir la méthode char à l'intérieur. Puis, il y a quelques autres méthodes qui sont intéressantes à remplacer aussi quand on veut faire des opérations arithmétiques. Fait qu'en ce moment, si j'essaie de faire, mettons, ici, es-tu 1, est-ce que c'est plus grand que es-tu 1? Il l'a fait par défaut, il est dans le même méchant. Mettons que je dis plus grand ou égal, tu vas-tu me dire quelque chose? Tu le fais-tu par défaut en ce moment? Sûrement qu'il le fait par défaut maintenant. C'est nouveau. Habituellement, ça faisait juste crasher. C'est bien. Mais là, ici, je veux regarder quelque chose. Si je fais, mettons, es-tu... Premièrement, es-tu 1? En ce moment, il y a 12. Bon, ok. Qu'est-ce qui arrive si je fais es-tu 2? Puis j'y donne... 10, 2. Est-ce que t'es plus grand ou égal que es-tu 2? Ouais, c'est ça. Ici, on a des problèmes. On a deux étudiants qui ont comme les mêmes propriétés. Puis, en ce moment, quand il fait des comparaisons, là, il fait des comparaisons par rapport au numéro de référence, qui est des choses derrière qui se passent. Puis, ça ne nous aide pas à bien travailler avec ces méthodes-là.
Fait que quand je veux, admettons, faire des comparaisons, ou admettons que j'aimerais ça faire es-tu 1 plus 10? Hein? Donc ça veut dire, ouais, je sais pas quoi faire moi avec le plus. Dans ces cas-là, je peux aller rajouter des méthodes, comme on a fait, ok, je peux aller redéfinir des méthodes, comme on a fait avec le DISP. C'est juste qu'il faut savoir c'est quoi le bon nom de la méthode. Donc, il existe des méthodes plus, des méthodes minus qui est la même opération que ça. Là. Donc, si je m'en vais ici dans la documentation, puis je dis la documentation de plus, le principe, c'est que quand je fais A plus B dans MATLAB, pour vrai, derrière, il appelle une fonction plus, P-L-U-S, avec les paramètres A et B. Fait que le principe ici, c'est que si moi j'implémente cette méthode-là, ben, je vais être capable d'additionner des choses dans mon programme. Fait que ici, on va faire ça. Fait que le principe, c'est on garde les mêmes règles. Hein? Ça veut dire qu'il faut quand même que le premier paramètre, c'est sur mon objet. Là, le plus me demande d'avoir 2 paramètres d'entrée, puis un retour. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire ma propriété 1, je veux que on additionne le in. Puis après ça, ben, le out, ça va être ma propriété 1. Fait qu'avec ça, si je refais mon étudiant, je vais voir que ça me donne 22. Puis si je regarde le contenu, on voit ici le résultat de ce que je viens de faire. J'avais un étudiant que j'avais initialisé avec la propriété 1 à 12. Je suis maintenant capable de faire etu 2 plus 10, qui va invoquer automatiquement cette méthode-là. Puis cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle change la propriété, puis elle fait en sorte que ça a un retour aussi obligatoire, qui va être le out, qui me permet de changer. Puis, puisque quand on change des propriétés, ça reste modifié après l'appel, ben, on va avoir ici la modification de la propriété qui apparaît quand même. Excellent. Je pense que c'est pas pire ça que je voulais voir. Le dossier de classe, nous autres, on ne l'utilisera pas cette session, fait que c'est pas pertinent de regarder ça. Ça nous permet de, quand on a beaucoup de fonctions, d'avoir un dossier à la place que juste un fichier, mais ça ne rajoute pas de fonctionnalité. La dernière chose que je veux parler aujourd'hui, ça va être le principe de classe imbriquée. Donc, les classes imbriquées, c'est que ça me permet de prendre un élément, puis d'avoir à l'intérieur, on a fait des dés la dernière fois, là. Ici, on va l'assigner. Juste l'appeler D. Fait que ici, on fait un petit clear. C, on va se créer un D. OK. Puis on va, mettons, le lancer une fois, juste par principe. Je l'appelais D1. OK. Ici, il y a des choses dedans. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un étudiant qui va avoir des valeurs, puis mon D1. Fait que le principe de cet étudiant-là, c'est qu'il y a une de ses propriétés qui est une autre propriété. Pardon, une autre classe, un autre objet. Puis je peux aller dans cette sous-propriété-là, aller chercher les informations. Fait que quand j'ai besoin d'aller chercher ce qu'on appelle des informations qui sont imbriquées l'une dans l'autre,
je vais partir de mon premier élément, je vais descendre dans son élément à lui, hein, donc je peux écrire etu1.d, hein, parce que dans mon étudiant 1, j'ai une propriété D qui est de type D, qui a 2 propriétés à elle-même. Puis si je pars d'elle, hein, c'est comme un peu comme des dossiers, puis des sous-dossiers, puis des sous-dossiers. Là. Quand je vais dans elle, je peux redescendre, aller dans un élément que moi, je veux aller chercher, puis aller chercher l'information spécifique que je vais aller chercher derrière. Ce que ça va me permettre de faire, ça va aussi me permettre de travailler avec même des tableaux imbriqués. Checkez bien ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est... Ah, donc ici, si on se souvient, ces informations-là qu'on met après, c'est des informations de validation, donc qui me permettent de m'assurer que D, ça va être une ligne, plusieurs colonnes de type D. Puis là, ici, ce qu'on va faire, c'est même que je veux dire que c'est un 1 par 10, mettons. Puis avec ça, si... Une question de Ahmed pendant ce temps-là. Oui, c'est ça. C'est justement pour dire que, hey, ça, c'est une classe que moi, j'ai créée. Donc, qu'est-ce qui va être là-dedans? Ça va être des objets de cette classe-là. Ben, c'est de dire que qu'est-ce qui va aller là-dedans va être de ce type-là. Si tu essaies de mettre autre chose, ça va casser. Est-ce que ça répond à ta question ou pas clair? Ici... On va de ça. Hop. OK, on fait un clear, c'est... On va aussi enlever notre disp pour mieux voir qu'est-ce qui se passe. OK, bon. Fait que ici, ça nous dit que ça nous crée un 1 par 10. Si je regarde, hein, ça en a créé un de 1 par 10. Donc, c'est un tableau de 10 cases. Puis, dans le tableau des cases, j'ai les différentes informations. Fait que si je vais aller chercher, puis là, ici, ça va être intéressant là, d'être capable de travailler avec l'imbrication là, okay, des éléments imbriqués. Donc, j'ai mon étu 1. Dans mon étu 1, j'ai un tableau de 10 cases de D. OK, fait que je peux voir ici, ça me dit comment l'invoquer. Donc, j'ai un tableau de etu1.d. Puis à partir de là, si je vais aller chercher, je peux regarder une des cases précises. OK? Donc, étudier 1,4. Puis, celui-là a ces valeurs-là. Donc, je peux ici aller chercher chacune des informations, puis descendre dans ma structure de données. 1,4.nface. Puis, ça me donne, OK, le résultat que j'ai besoin. Même principe, je peux, à partir de cet élément-là, ça, c'est un D. Fait que je peux invoquer sa méthode lancer. Puis là, si je regarde le contenu, je peux voir que j'ai un résultat qui a été assigné à partir de là. Donc, une des choses qui va être importante, particulièrement pour l'examen final, ça va être d'être capable de comprendre ces genres de structures de données-là. Vous allez voir dans la révision d'examen, là, ça va être disponible. Puis, ça va être des éléments qui vont être importants avec ça. Excellent. Fait que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on avait besoin de voir avec les méthodes. Donc, c'est le dernier gros bout de matière de la session. Avec ça, on va être capable de faire de la programmation orientée objet, puis être capable de continuer et compléter le troisième travail pratique, se pratiquer pour l'examen final et compléter la session qui est notre dernière session à distance, supposément. Quoi qu'il y ait certains cours, d'autres non, on n'est plus certain, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Fait que ça fait fin à la partie magistrale. Comme d'habitude,
il y a des exercices à l'intérieur du cours d'aujourd'hui. Je vous conseille fortement d'aller travailler ces exercices-là. Aussi, sur le site de cours, il y a plusieurs exemples de classes, particulièrement ici, on descend. Ici. Celui-là avec l'exemple d'un class def complet, là, okay? C'est un excellent point de départ où c'est qu'à l'intérieur, j'ai beaucoup de commentaires qui vont vous aider, okay, d'avoir ça comme une espèce de référence quand vous allez travailler avec les classes. Okay? Donc, c'est en gros le cours d'aujourd'hui, mais écrit en commentaire à l'intérieur du ClassDef lui-même. Donc, ça va vous aider pas mal pour vous aider à construire les différentes méthodes requises pour les classes. Et comme d'habitude, on va transformer le restant de la période en période de travail. Donc, je vais ouvrir les différentes salles de dérivation pour qu'on puisse travailler sur les exercices. Hein. Comme d'habitude, il y a aussi des exercices et des solutions pour se pratiquer sur les classes ou pouvoir avancer le troisième travail pratique.